et de micro-triomphes. Pour Jean-Claude Convenant, le triomphe de ce jour-là allait prendre la forme d'un mot. Un seul mot obscur et technique qui allait, pour quelques instants fugaces, le hisser au-dessus de la mêlée des ignorants. « Putain, je me suis pété le cambrion !» s'écria-t-il grimaçant. Hervé, en retrait, observait la scène avec un sourire de triomphe. Il venait de prouver une fois de plus que dans ce bureau, la plus grande des forces n'était pas l'intelligence, ni le travail, ni même la méchanceté, mais une compréhension aiguë de la fragilité de l'ego de ses collègues. Tout commença par une douleur fulgurante. En se levant un peu trop vite de sa chaise, Jean-Claude sentit un craquement sinistre sous son pied, suivi d'une instabilité qui faillit le faire chuter. « Oui, je savais que tu venais maintenant, et t'as tellement de boulot, je sais que ça va t'aider à avancer, » bafouilla Jean-Claude suant à grosses gouttes. « Oh, c'est gentil ça, t'es trop mignon, » dit-elle, prenant la boisson sans se douter du drame qui venait de se jouer. Jean-Claude, le visage décomposé, lui tendit la tasse. « Tiens, je t'offre un café. » Il se dirigea vers la machine, le cœur lourd, tel un condamné montant à l'échafaud. La pause café, ce rituel sacré de la vie de bureau française, ce moment de socialisation et de décompression, venait d'être perverti en une scène de racket. Au moment où le café finissait de couler, Fred apparut, radieuse. « Salut mon cœur », lança-t-elle à la cantonade. Le chantage était d'une simplicité biblique. Hervé avait transformé une irritation de la lèvre probablement due au café, trop chaud, en une maladie vénérienne hautement contagieuse. Il ne menaçait pas Jean-Claude de violence physique ou de représailles professionnelles. Il brandissait une menace bien plus terrible, l'humiliation sociale et romantique. Dans cet univers clos, cette culture d'entreprise à la fois clanique et compétitive, la réputation et l'apparence étaient des biens précieux. La peur que Fred le voie comme un paria, un porteur de germes, était pour Jean-Claude une perspective bien plus effrayante que celle de perdre une commission. L'embarras était la véritable monnaie d'échange, la devise forte de leur économie relationnelle. Jean-Claude, vaincu, prit la tasse. Complimente plus tard, allez, lèche. Parce que si Fred, elle chope un herpès, tu comprends? Expliqua Hervé, le plan diabolique se dessinant sur son visage. C'est ignoble, Hervé. Quoi? Mais pourquoi faire? Je n'avais pas pensé à ça, là, répondit Hervé avec une fausse innocence. Non, mais c'est autre chose. Tiens, voilà. Il tendit à Jean-Claude une tasse propre et un jeton. Laisse-toi faire. Jean-Claude se méfia. Attends, je te préviens. Moi, s'il s'agit de rajouter de l'argent sur ta fiche de paie, c'est hors de question, hein? Fred. Le nom était lâché. Frédéric Castelli, la secrétaire du grand patron, était l'objet d'une convoitise maladroite et quasi permanente de la part de Jean-Claude. L'évocation de son nom suffit à faire passer ce dernier de la moquerie à la panique. « Ouais, mais je l'avais prévenu, moi, là, » dit Hervé, sous-entendant que le mal mystérieux provenait de la tasse contaminée. Il examina sa lèvre dans le reflet de la machine à café. « Merde, à cause de toi, je vais avoir la bouche qui va ressembler à un cul de babouin, là. » Qu'est-ce qu'elle va dire, Fred? « Écoute, Hervé, je t'avais prévenu, tu vas quand même pas me frapper, » dit Hervé, voyant qu'il tenait son homme. « Non, tu vas plutôt me rendre un service, tiens. » Il ne cherchait pas à résoudre un problème, mais à utiliser un levier bureaucratique pour agacer ses collègues et affirmer sa propre importance. C'était une illustration parfaite de la façon dont les structures officielles de l'entreprise étaient détournées de leur fonction première pour servir des vendettas personnels. La bureaucratie n'était pas un outil de gestion, mais une arme dans l'arsenal des frustrations quotidiennes. Chapitre 3. L'herpès, le café et la corruption à petite échelle. La journée avançait, apportant avec elle de nouvelles angoisses et de nouvelles opportunités de manipulation. Hervé, qui avait bu le café volé à Jean-Claude, se gratta soudain la lèvre avec une grimace de douleur. Jean-Claude le regarda avec un mélange dégoût et de fascination. « Ah ouais? Oh, la vache! Oh, tout le temps, je me désinfecte. » Le panneau du CE, cet outil officiel de communication, était au cœur de cette farce. Le CSE dispose d'un droit d'affichage pour porter à la connaissance des salariés les informations relatives à leur mission. Pour Hervé, cette mission se résumait à une guerre contre l'hygiène déplorable. Mais derrière cette façade de préoccupations sanitaires se cachait une réalité bien plus triviale. Hervé ne se souciait pas de la propreté des toilettes. Il se souciait de l'autorité que le panneau lui conférait. « J'ai attrapé un vieux nerfès », annonça-t-il avec le ton d'un homme condamné. Nerfès était un de ces mots d'argot fleuri, un terme fourre-tout pour désigner n'importe quelle affection cutanée vaguement honteuse. Le panneau sanitaire n'était pas un appel à la propreté, mais une déclaration de guerre. « Ah ben, ça fait souvent ça quand tu payes pas, » rétorqua Jean-Claude.
La conversation dériva sur les privilèges des autres. « Regarde-le, l'autre, » dit Jean-Claude en désignant un comptable qui passait. « Il se la coule douce. À préparer nos fiches de paie. Hop, un café gratuit. Ah ouais, ben maintenant c'est le mien. Et je sens que je vais l'adorer, je sais pas pourquoi. Hervé, c'est mon café, dit Hervé, interceptant la tasse que Jean-Claude venait de se servir. Le mystère des toilettes souillées était un feuilleton qui tenait l'étage en haleine depuis des semaines. Chaque jour apportait son lot de nouvelles horreurs, de découvertes macabres. C'était le sujet qui permettait d'introduire, par le biais du commérage, les personnages féminins de leur univers, Fred, la secrétaire de direction, et Maëva, la stagiaire perpétuelle. Le mec, il a demandé 200 € pour nettoyer, continua Hervé, inventant de toutes pièces une intervention de spécialiste pour dramatiser la situation. Et lui, il n'a pas nettoyé les bureaux, hein? Je me demande si c'est pas un des mecs qui vient de chez Chénégique, hasarda Jean-Claude, faisant référence à l'entreprise voisine, leur ennemi juré. Parce qu'à chaque fois, il y en a plein la lunette. C'est pour vous que je me démène, moi. Toute la journée dans cette boîte. Merde! S'exclama Hervé, adoptant la posture du martyr syndical. Il se lança alors dans une description apocalyptique de l'état des sanitaires. « Mes filles, je sors des toilettes. Là, elles sont crades, hein? Je n'ose même pas soulever la lunette quand j'y vais. » Le garage à vélo était oublié. Le trou était devenu le centre de leur univers. Ce n'était pas une simple dispute sur un enduit qui sèche. C'était une lutte pour le pouvoir. Dans un monde où ils n'avaient aucun contrôle sur leur carrière, leur prime ou les décisions stratégiques, le contrôle d'un mètre carré de cloison devenait un substitut. L'obsession de Jean-Claude pour son rebouchage n'était pas une question d'esthétique. C'était l'affirmation de son domaine, aussi microscopique soit-il. Le fameux panneau, l'instrument de son pouvoir. Selon le Code du travail, le Comité social et économique, CSE, anciennement Comité d'entreprise, CIE, a pour mission de veiller à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Hervé avait interprété cette mission de la manière la plus littérale et la plus dégoûtante qui soit. « Mais tu me le dis, si je t'emmerde, Philippe ?» lança Jean-Claude, sentant que la conversation lui échappait. Hervé, reniflant une nouvelle opportunité d'exercer son autorité de délégué syndical, prit une mine grave. Il était « où ton machin ?» Pour que tout le monde le voie, c'est le panneau du CIU avec toutes les annonces sanitaires quand même. La proposition d'Hervé d'acheter un nouveau garage n'était pas une solution pragmatique. C'était une manœuvre politique pour contourner l'autorité autoproclamée de Jean-Claude. Ce conflit, en apparence trivial, était la première manifestation des luttes de pouvoir intestines qui définissaient non seulement leur journée de travail, mais la totalité de leur existence professionnelle. Chapitre 2. Le mystère des toilettes souillées et l'annonce sanitaire. La conversation, par une de ces transitions fluides propres aux discussions de machine à café, glissa du plâtre à la porcelaine. Le champ de bataille se déplaça du mur du couloir à la cuvette des toilettes. « Je voulais m'acheter un œuf, » dit soudain Philippe, comme si cela avait un rapport quelconque. Personne ne releva. La situation s'envenima. Des mots furent échangés. Le ton monta. Hervé, dans un geste théâtral, fit mine de s'électrocuter en touchant un fil dénudé imaginaire. « Oh merde, c'est le courant, moi, là. »« Putain, mon mur. » Jean-Claude, exaspéré, porta le coup de grâce verbale. « Il était vieux, ce panneau. Tu vas pas en faire un fromage. »« Ce que tu veux, mais tu ne le mets pas sur mon mur. » »« Voilà, » trancha Jean-Claude, dont le sens de la propriété s'était soudainement étendu au patrimoine immobilier de l'entreprise. Dans la culture d'entreprise française, rigide et pyramidale, où contester une décision de la hiérarchie supérieure était aussi mal vu que de critiquer le vin de l'afterwork, les employés retournaient leur frustration les uns contre les autres. Incapables de mener des batailles verticales, ils s'engageaient dans des guerres de tranchées horizontales pour le contrôle de territoires dérisoires. Le mur d'Hervé, c'était son Verdun. « Bon, monsieur Carole, c'est comme vous voulez, » dit Hervé, se tournant vers un fantôme, invoquant une autorité supérieure inexistante pour donner du poids à sa croisade. « Mais j'en fais quoi du panneau, moi? De toute façon, il n'y en a que pour une petite demi-heure. » Maugréa Jean-Claude. Cette affirmation était, pour quiconque connaissait Hervé, d'une ironie cosmique. Sa vie professionnelle était un monument à la procrastination et au travail bâclé. Mais ici, sur ce minuscule lopin de mur, il devenait le parangon de l'artisanat. Cette obsession soudaine pour le travail bien fait n'avait rien à voir avec la qualité. « Ah non, » coupa Hervé, le gardien autoproclamé de l'intégrité murale du CIU. « Ah non, monsieur, pas moi. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais correctement. » Le conflit, cependant, trouva rapidement un nouveau champ de bataille
plus petit, plus immédiat, plus tangible.